Bienvenue dans le PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Sur ce site web, vous retrouvez tous les épisodes du podcast bien sûr, mais aussi des vidéos et des articles pour booster votre culture sécurité. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Instagram et Twitter. Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Aujourd'hui, mon invité est Damien Santamaria. Damien et moi sommes d'anciens bons camarades de promo en master spécialisé. Il vient tout juste d'être nommé directeur Occitanie pour l'OPP-BTP. Auparavant, il était consultant spécialisé en facteurs humains, organisationnels et culture sécurité. Dans l'épisode, on aborde notamment comment diagnostiquer la culture sécurité d'une entreprise. Bon épisode! Bonjour Damien, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va, moi je suis pas à plaindre. Alors Damien, est-ce que tu peux te présenter en nous expliquant un peu ce que tu fais aujourd'hui et comment tu y es arrivé? Je m'appelle Damien Santamaria. Aujourd'hui, je travaille à l'OPP-BTP, on y reviendra plus tard. J'y suis arrivé parce que après le bac, je ne savais pas vraiment quoi faire. J'ai fait ce qu'on appelle un break, mais je ne savais surtout pas quoi faire. Donc, je bossais un petit peu dans une entreprise qui fabrique des avions et j'ai rencontré HSE qui m'a vraiment transmis sa passion du métier, qui m'a invité à reprendre les cours. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai repris les cours, exclusivement en alternance par contre, parce que j'avais pris C'était beaucoup de déjà... plaisir au travail. Et voilà, et donc, comme tout le monde, je dirais, un parcours assez classique. Et j'ai fini à l'IXI pour le master spécialisé GRIT. Ouais. Et voilà, c'est vraiment ça qui m'a éclairé, enrichi et qui m'a surtout redynamisé, je pense. Alors peut-être que je me trompe, mais je crois que dans mon souvenir, tu avais commencé par la partie enviro, puis après côté sécurité. C'est bien ça, non? Ouais, ouais, exact. J'ai commencé par l'environnement et ce monsieur il m'avait vraiment touché par son, comment dire, son envie de rationaliser toutes les consommations d'énergie, mais aussi les consommations de matières premières. Il m'avait vraiment touché sur ce sujet. J'étais assez sensible aussi à ce sujet-là. Et petit à petit, il m'a présenté la rigueur dans la qualité, cette espèce Mhm. d'empathie nécessaire pour la sécurité. Et ça avait fini de me convaincre. Ouais. Mais je suis hyper D'accord, ouais, donc c'est... par l'environnement. Ouais. Ok, ouais, donc c'est quand même une composante que tu as découverte après, mais où j'imagine te connaissant, c'est sur les aspects, l'empathie, l'humain qui t'a convaincu d'y rester, quoi. Ouais. Et donc après le Master Grit qu'on a fait ensemble, donc tu as continué par une mission à l'IXI, ça consistait en quoi? Donc là, j'ai intégré l'équipe expertise et accompagnement, donc qui fait des diagnostics de culture sécurité, puis ensuite un séminaire avec la direction, séminaire où on exprime la vision, la stratégie, et on pense des actions le plus pragmatique possible, pragmatique au sens, on a globalement 3 objectifs et on cible un maximum d'énergie sur cela et voilà. Et tout autour de cette démarche culture sécurité, il y a aussi plein d'activités qui étaient extrêmement enrichissantes, comme l'animation de groupes d'échange sur la prévention des accidents graves et mortels, sur le dialogue social et la culture sécurité. Il y a des actions de formation, donc c'était vraiment très, très, très riche. Et là, du coup, tu le dis ça simplement, mais de mon souvenir, pour réussir à présenter quelque chose de concret avec, au groupe d'échange et puis après aux équipes de direction, tu faisais vraiment le boulot d'analyse d'activité, de passer du temps avec les opérationnels. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, ça c'est probablement la chose qui m'a le plus intéressé à l'IXI, c'est que c'était une démarche assez. Donc, c'est un diagnostic très approfondi.
Et il y a une part très importante à l'observation de tâches sur le terrain, à l'analyse de réunions, comment on prend les décisions, qui est-ce qui les prend. Ce temps de présence terrain et d'analyse des interactions, d'analyse des jeux de pouvoir, d'analyse des moyens qui sont à disposition, du contexte dans lequel les personnes évoluent, de la stabilité des situations, de la complexité des situations. Il y a une présence terrain qui est très très forte et ça c'était assez formidable parce que du coup tu prenais toute cette richesse et tu arrivais peu de temps après à des directions en illustrant chacun de tes propos avec des choses très concrètes de leur activité. La question, c'était de savoir comment tu te démêlais de cette complexité d'approcher des agents de terrain et de leur expliquer que tu allais essayer de comprendre leur culture finalement. En fait, il y a un kick-off qui est fait comme dans tous les projets. Et ce kick-off, il était avec la direction, d'une part, mais aussi avec les représentants des salariés. Et en fait, à ce moment-là, on leur expliquait la façon dont on allait le faire. Et ça repose essentiellement enfin, la confiance repose essentiellement sur l'anonymat dans les observations de terrain, dans le questionnaire, dans les entretiens individuels ou collectifs. Tout ce qui sort, c'est anonyme. Donc D'accord. ça apaise un petit peu déjà les tensions. Et d'autre part, quand les représentants des salariés sortent, ils en parlent. Quand la direction et les managers sortent, ben, ils ont comme mission d'en parler. Donc ça aide énormément. Et c'est intéressant que tu me poses la question parce que j'ai posé la question à un de mes conseillers cette semaine à Mhm. l'OPPP. Je lui posais la même question que toi. Comment est-ce que tu fais pour arriver sur un chantier et que la discussion s'ouvre, qu'il soit relativement transparent? Et en gros, Mhm. il me dit, bah, je vais dans l'entreprise, j'essaie de voir, j'essaie de voir la direction ou des personnes de l'encadrement ou des représentants des salariés pour qu'ils passent l'information et que l'ouvrier sache un petit peu à l'avance que je vais arriver et qu'il soit pas surpris et que je viens faire ça et qu'il y a pas que je viens pas contrôler son travail. Donc Ouais. je pense qu'on a à peu près les mêmes pratiques pour ouvrir le débat. Ouais. Et ça s'est toujours bien passé? T'as jamais eu justement parce que effectivement il y a une explication antérieure qui permet de bien comprendre tous les aboutissants de la démarche, mais il n'y a jamais eu je sais pas, de personnes qui l'aient mal perçu cette approche-là? Si, beaucoup, souvent. Mais euh, très rapidement, on arrive à quand même à trouver un terrain d'entente. Genre, la personne comprend que c'est pour sa sécurité déjà, ou pour la sécurité de certains de ses collègues, parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans un bureau et qui préparent le travail de certaines personnes ou qui mettent à disposition certains moyens hein, pour travailler en sécurité. Et il faut briser la glace, ça dure 3 minutes, tout le monde est un peu mal à l'aise, mais en général, pour la sécurité, c'est un sujet très consensuel, donc du coup, l'objectif en tout cas est commun à tous. La sécurité d'un de tes collègues, tu peux pas balayer ça parce que tu as beaucoup de mails ou parce que t'as pas envie. D'accord. Et ça dure combien de temps à peu près cette phase d'observation? Les observations terrain, ça dépend de la taille de l'entreprise, du secteur d'activité, ça dépend de beaucoup de choses, mais on peut y passer 4 jours, comme on peut y Ouais, quand même. passer 30 jours. Donc, quand tu passes 30 jours sur le terrain, parfois c'est assez drôle. J'ai fait un énorme diagnostic et j'ai passé, ouais, moi seul, je pense que j'ai dû y passer une vingtaine de jours. Et tu sors de cette phase-là sur le terrain, parce qu'après, tu as les questionnaires que tu analyses et ensuite tu as des entretiens. Donc tu sors de cette phase-là, parfois tu en sais presque plus que certains préventeurs sur le temps T, hein, parce qu'ils ont Mhm. tout.
Oui, c'est toute la technique, mais parfois, oui, tu as une représentation plus claire de ce qui se passe sur le terrain que certains préventeurs, parce que malheureusement, ils peuvent pas passer autant de Prendre ce temps que temps-là, hein. ça. Mhm. Non, c'est vraiment riche. Ouais, j'imagine. C'est vrai que prendre le temps justement de se sortir des activités quotidiennes et toutes les urgences que tu as à gérer, je pense que c'est rare finalement pour un préventeur de pouvoir se dire, peut-être en début de poste, mais sinon après ça vient vite le temps justement des urgences et des incendies à essayer de gérer de droite à gauche et justement prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne et les organisations et leur complexité, j'imagine que c'est en général bien perçu après quand tu fais je sais plus le terme que tu avais utilisé, quand tu fais ton débrief avec les préventeurs, avec la direction. Oui, ben ça légitime toute ton analyse. On pose une analyse avec des résultats statistiques liés au questionnaire et on vient l'illustrer à partir de nos observations de terrain, des entretiens, des phrases que les gens ont sorties. Euh, Forcément, quand tu leur dis on a vu 3 fois ça sur le terrain alors qu'on n'y a passé que 10 jours, les gens se disent ah ouais, donc sur 10 jours vous l'avez vu 3 fois. Effectivement, cette activité on l'a 20 fois par jour sur notre site ou sur nos chantiers. Mhm. Donc on peut vous croire et considérer que c'est quand même une situation qui se reproduit. Donc ouais, c'est vraiment puissant, vraiment puissant. D'accord. Mais Ça, effectivement, ouais, les volontaires, ils sont un peu frustrés d'un côté parce qu'ils se rendent compte qu'ils passent, on en parlera peut-être, mais ils passent trop de temps sur les logiciels et les tableurs et les réunions et tout ça. Et d'un côté, ça les frustre et je pense que c'est bénéfique parce qu'il y en a plein qui, par la suite, ouais, re-hiérarchisent un petit peu leurs priorités et s'obligent à aller sur le terrain plutôt que dans des réunions où ils trouvent aussi plein d'informations, mais pas ouais, bah, énormément. on peut aborder dès maintenant. Tu penses que du coup c'est enfin le côté très comment dire administratif du métier d'HSE aujourd'hui, c'est quand même un frein à la prévention. Enfin tout ce qu'on a au terme de reporting, de tableau de bord et autres. Je trouve que c'est un gros frein. C'est un- Oui, c'est sûr, mais il y a aussi la façon dont on fait vivre tout ça. Parce qu'il y a plein de diagnostics réglementaires, il y a plein de procédures, il y a tout un tas de choses que l'on fait de façon administrative dans un bureau ou avec un groupe de travail en réunion qui pourraient être réalisées sur le terrain collectivement ou en observant des tâches sur le terrain et on se dit que ça va coûter un petit peu plus de temps, que ça va être un petit peu plus compliqué, que je vais peut-être aussi parce que c'est un vrai sujet, pas être très très bien reçu sur le terrain. Néanmoins, j'ai l'impression que ce qu'on y gagne, c'est immense en termes de qualité de travail et d'efficacité. Après, ça, le fait d'être sur le terrain, ça remplit pas des indicateurs, quoique maintenant avec certaines tablettes, on peut remplir des indicateurs aussi sur le terrain. Donc, C'est vrai. ouais, je trouve que le fardeau du préventeur, c'est les tableurs et les logiciels, c'est sûr. Et du coup, tu penses que pour se garantir un succès justement d'une démarche ou d'un diagnostic, c'est le fait de le réaliser sur le terrain ou le fait de le réaliser collectivement qui va l'assurer ou un mélange des deux peut-être? Collectivement, qu'est-ce que tu entends par collectivement? Bah, t'es expliqué comme exemple justement de pouvoir prendre le temps, enfin, du préventeur qui puisse sortir du bureau et justement le faire sur le terrain avec ses collègues, que c'était peut-être plus judicieux ou plus efficace. Ah oui, dans toutes les démarches de changement, il y a une phase qui est très importante, c'est partager le constat, partager le diagnostic, partager aussi la nécessité que c'est plus acceptable, partager la nécessité de changer. Et c'est ça Mhm. le détonateur. Quand on n'accepte plus une situation ou quand on est tous d'accord que ce problème il est bloquant, on a bien sûr envie de lancer des actions, envie de changer individuellement ou collectivement, mais le fait
de faire ces constats ensemble, ça fait bouger. Et là, on s'est attardé sur la partie peut-être opérationnelle, mais souvent les blocages, ils sont pas que au niveau, pardon, au niveau des ouvriers, mais aussi au niveau de la ligne managériale. Parce que j'imagine que quand il y a une présentation du projet, il n'y a pas que des personnes qui sont volontaires ou qui sont pour. Est-ce que tu as des difficultés, est-ce que tu as connu des difficultés avec une ligne managériale un peu contre la démarche? Oui, oui, plein de fois. Le premier blocage, c'est que tu arrives en même temps que le projet excellence opérationnelle et le projet responsabilité sociétale des entreprises, et juste avant le projet environnement, et juste après le projet sur les processus achats. Tu es manager de proximité, tu prends ça dans ta boîte mail et dans ton agenda continuellement. Donc ça, c'est le Mhm. premier frein. Et le deuxième frein, c'est que ces personnes-là, c'est elles qui mettent en musique toutes les actions qui suivent tous ces diagnostics. Donc, Et, le blocage, il est souvent là. et comment toi tu fais comment tu faisais pour voilà pour les aider eux parce qu'effectivement ils sont souvent entre le marteau et l'enclume les managers de proximité, ça on l'oublie souvent mais c'est souvent le cas. Et comment tu fais pour les aider à voilà intégrer ce que toi tu leur apportes et quand même qu'eux ils arrivent à réaliser tous leurs objectifs qui se multiplient. Et j'essaie de trouver un problème qui pourrait être un commun à plusieurs thèmes, en fait. Je prends, je sais pas, l'exemple de leur disponibilité pour aller sur le terrain. Quand il va aller sur le terrain, il va traiter de sujets RH, il va traiter de sujets de sécurité, il va traiter tout ça. Et plutôt travailler sur un problème commun, libérer ce problème pour qu'il se lance sur des actions. Je pense qu'il faut assez rapidement leur donner la preuve que ton projet va changer quelque chose. Pas changer le monde, mais changer des petites choses qui sont bloquantes pour lui. Très rapidement, il faut ce qu'on appelle les quick wins, par exemple, mais pas forcément Mhm. du résultat, mais débloquer des situations qui vont lui permettre de bouger. D'accord, donc toi tu bâtis la crédibilité et la confiance dans le projet par des quick wins, là, comme tu disais, pour justement lancer quelque chose et assurer qu'il y a des retours sur la démarche. Oui, quelque chose qui peut bloquer souvent, c'est on a fait de diagnostics, plein d'évaluations, plein de constats, plein d'audits. Finalement, ça n'a pas changé la face du monde. Ça, on a fait changer deux procédures, on les a mises à jour dans un bureau et voilà. Je pense que très rapidement, il faut lui montrer que cette fois-ci, c'est un peu différent. D'accord. Et donc t'as pu faire cette mission pendant 4 ans? 4-5 Ouais. ans? Ouais. Et qu'est-ce que t'as appris de plus intéressant, en tout cas qui te sert le plus aujourd'hui? J'ai une certaine humilité, je pense, parce que on se rend compte que on a des clés de lecture sur certaines choses, sur les facteurs organisationnels, les facteurs humains, la culture sécurité, Mhm. mais humilité parce que les questions ou les problèmes ou les solutions que tu vas apporter au comité de direction, c'est juste le fruit de ce qu'on t'a dit sur le terrain. Voilà. Toi, tu l'as peut-être modélisé, tu as mis tout ça en commun, tu l'as rendu digeste, tu l'as fiabilisé par plein de données, tu l'as recroisé entre plusieurs informations, tu l'as un petit peu décortiqué, enfin, t'as magnifié un problème que les gars avaient sur le terrain. Voilà. Donc, un, de l'humilité et deux, de l'écoute. Vraiment, de l'écoute. J'ai appris à écouter beaucoup plus efficacement. Voilà, ouais. L'écoute efficace, ouais, pas l'écoute l'écoute qui prête pas attention, mais voilà, l'écoute qui sert comme tu disais, à bien disséquer le problème par la suite. Ouais. Et je pense, enfin, on appelle ça l'écoute, mais c'est aussi apprendre à poser les bonnes questions. D'accord. Et dans ce parcours aussi, qu'est-ce qu'il y a comme plus gros challenge que tu as eu à affronter?
plus gros challenge, peut-être peut-être deux, un diagnostic culture sécuritaire dans une très très grosse entreprise du BTP, plus de 25 000 salariés, où j'étais chef de projet avec des experts de très haut niveau, très compétents, très expérimentés, et une entreprise qui nous appelle pour stabiliser, je dirais, son accidentologie, et au moment où on fait les diagnostics, qui a de très mauvais résultats d'un coup. Et là, c'était difficile en matière de légitimité vis-à-vis de toutes les parties prenantes, dont l'équipe du projet, qui était très 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 costaud, et ensuite cette entreprise qui d'un coup change de besoin, accélère son besoin, et là c'est devenu très compliqué, mais ça s'est bien fini. Donc ça a accéléré, mais j'imagine qu'au niveau ressources, en tout cas de ton côté, c'était toujours la même personne en face, mais qui devait répondre à plus de choses, plus de demandes, quoi. C'est un peu ça Ouais, le. globalement, on était cinq sur le projet. Donc deux experts du BTP, un expert de la pétrochimie et un autre qui avait fait de la chimie et du transport d'énergie. Et moi, en première ligne, un chef de projet. Et oui, c'est sûr que là, ça explose un peu en charge de travail et ouais, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Ça marche. Et donc, quand on doit affronter un projet comme ça, qu'on doit le présenter avec un kick-off, enfin, tu parles pas à tout le monde, mais tu dois quand même faire en sorte que ça diffuse à 25 000 salariés. Euh, Comment tu fais pour communiquer le plus efficacement possible sur la démarche qui est lancée? Alors là, déjà, il y a des réseaux qui fonctionnent très très bien dans l'entreprise, celui des préventeurs. Ils sont habitués à Mhm. redescendre des messages, à en capter, à les faire remonter assez efficacement. Et une chose que j'ai appris aussi à l'ICSI, c'est qu'il y a des professionnels de la communication et que moi, je suis pas un professionnel de la communication. Ils savent vraiment identifier la cible, le message qui est à apporter dans un temps imparti. Et donc, François Danielou qui m'avait dit ça aussi, hein, d'essayer de ne pas mettre 3 litres dans un bidon de 2 litres. Une maladie comme ça parfois. Et Pas mal. ouais, c'est pas mal. Ouais. Celle-là, je me la regarde et je me dis que ça rentrera pas. Donc ouais, Et je c'est pense marrant, qu'on a tout intérêt à se reposer sur des gens dont c'est le métier qui font ça admirablement, et notamment pour faire des vidéos, redescendre un message, un constat d'un diagnostic de 30 jours sur le terrain et la réponse à 25 000 questionnaires, puis à 40 jours d'entretien, pour le faire rentrer dans un quart d'heure sécurité. Euh, Tu peux pas faire ça dans ton coin. ouais. Il y a deux trucs du coup que je retiens qui sont intéressants, c'est que déjà tu te reposes sur quelque chose qui est existant. Je sais pas si c'est parce que c'est le dynamisme qu'on peut avoir, mais des fois on veut forcément réinventer quelque chose, alors que ce qui va probablement marcher, c'est en se reposant sur un réseau qui fonctionne déjà et qui est performant, et du coup tu as déjà tes relais qui sont créés. Et aussi ce que tu viens de dire, donc c'est de ne pas travailler dans son coin, de pas, de le faire de manière collective. Enfin, je pense que ça aide énormément sur l'efficacité par la suite, quoi. Ouais, quand je vois Et ouais, quand vas-y, je vois le excuse-moi. travail qui est fait, même à l'OPP BTP aujourd'hui sur le Covid-19, ils n'ont pas fait ça tout seuls dans leur coin. Enfin, c'est pas 5 experts qui ont fait ça. Ils sont allés chercher des organisations patronales, des organisations syndicales, des experts du sujet. Ça a été validé par le ministère et c'est sorti très rapidement avec un haut niveau de qualité. C'est, Si tu veux faire quelque chose correctement, tu es obligé de bien t'entourer avec des personnes compétentes. Alors avant qu'on attaque sur la partie de ton nouveau poste, euh, comment est-ce que vous organisiez l'innovation à l'IXI? Parce que ce que j'ai en tête, c'est qu'il y a beaucoup de publications qui sont faites pour expliquer la façon de faire, mais il y a aussi des façons de communiquer qui sont assez innovantes, des blogs, des vidéos.
Comment toi ça se traduisait dans ta mission de tous les jours? Je te dire comment c'était à l'IXI, comment ça se traduisait dans ma mission et comment ça se traduit maintenant, parce que l'IXI était en perpétuelle évolution, perpétuelle croissance. Et en fait, l'ADN de l'IXI, c'est comme ça qu'on l'a dit, c'est les groupes d'échange. Ces Mhm. groupes d'échange, c'est des industriels, HSE ou directeurs de site ou autres, ou managers, et avec des représentants des salariés autour de la table, des chercheurs, parfois des organisations non gouvernementales, parfois des représentants de l'État. Moi, j'avais des personnes de la Direction générale du travail pour le groupe d'échange sur le dialogue social. Donc, c'est l'innovation, elle est portée par toutes ces parties prenantes. Et pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, plutôt 2 ans, mais pendant un certain temps, on travaille sur un sujet, on pose le périmètre, on travaille vraiment, vraiment en profondeur. Je pense que la puissance de l'IXI, c'est ça, c'est de regrouper des gens et travailler des sujets en profondeur. Ne pas embrasser très, très large, mais les sujets qui sont traités, les traiter avec une grande qualité. Et ensuite, donc ça, c'était quelque chose que je faisais. J'animais ces groupes d'échange. Ensuite, Mhm. on coordonnait l'écriture des ouvrages. Et ça se traduisait par des conférences, des formations, des vidéos qu'on voit de plus en plus. Et maintenant, ça s'est, je dirais, concrétisé et stabilisé, pardon, avec Camille Brunel, qui est un collègue, un ancien collègue de l'IXI, et qui travaille à la direction du développement. Bon, peut-être que ça va changer de nom, mais et il va faire du retour d'expérience, de l'innovation, de la capitalisation de tout ce qui a été fait, parce qu'on a aussi fait plein de petites choses qui sont restées dans un tiroir, mais certaines étaient assez lumineuse. Donc voilà, il va prendre toute cette matière et la magnifier, j'espère. Pas trop de pression pour Camille. Je compte sur lui et je doute pas de lui. Ça marche. Alors Damien, ça fait pas longtemps que tu es dans ce nouveau poste, mais est-ce que tu peux nous dire finalement à quoi ça correspond et quelles sont tes missions en tant que nouveau directeur régional? Il y a 3 grandes missions. La première, c'est je dirais d'encadrer, d'organiser, de prévoir, de préparer, d'animer en quelque sorte cette équipe Occitanie. Il y avait 2 équipes initialement, une sur la région Midi-Pyrénées, une sur la région Languedoc-Roussillon. Donc maintenant, une seule région depuis le 4 mai. Donc, animer cette équipe, essayer de créer une synergie entre ces 2 régions et ces 2 équipes. Là, en ce moment, exactement, c'est plutôt s'organiser ou se réorganiser pour faire face à l'urgence, à l'imprévu, pour être un petit peu plus agile et s'adapter aux besoins du moment et subir le moins possible, je dirais. Voilà. Mais les Euh, équipes, elles ont une grande autonomie. Ils sont tous quand même assez expérimentés et assez compétents, avec une capacité à ingurgiter euh, énormément d'informations, de documents, plein de nouveaux outils liés au Covid. Donc, ils sont, euh, ils sont vraiment très autonomes et ça me facilite énormément la tâche. et du coup, avant d'attaquer sur les autres parties de la mission, donc tu parles d'autonomie. Alors comment toi tu te situes dans le fait que justement ils sont autonomes, mais que t'es quand même là pour voilà pour manager et de leur donner les directives pour accomplir les missions. Ils sont autonomes parce qu'ils sont expérimentés et compétents et qu'ils ont besoin d'un bon niveau de marge de manœuvre pour effectuer leur activité. Déjà, tu n'as pas d'autonomie, à mon sens, sans un haut niveau de compétence et d'expertise sur ton sujet. Moi, ce que j'essaie de... Là, c'est en temps de crise, donc c'est un petit peu spécial, mais j'organise beaucoup de points très très courts pour leur faire passer toutes les informations que j'ai, les orientations de la direction, ma compréhension du besoin
des clients, des adhérents, des organisations professionnelles, de toutes les parties prenantes, que ce soit des instances publiques aussi. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de marge de manœuvre, où on doit faire et avec un haut niveau de qualité. Et il y en a d'autres, on a des marges de manœuvre. Donc là, j'en débat avec eux sur une ligne directrice. Et ensuite, ils adaptent en fonction des besoins, je dirais, propres à leur territoire. Donc même, D'accord. ouais, c'est de l'autonomie, mais bien sûr avec des lignes directrices assez fortes. Ouais. Et donc, alors, ça, c'était la première partie de ton nouveau boulot. Ensuite, ça continue par... Il y a une partie très significative finalement sur tisser un réseau qui est déjà très existant avec les organisations patronales, avec tous les services de santé au travail, la DIRECT, la CARSAT, les CIST, les SRAS, qu'on collabore avec eux. Et mon travail, c'est d'organiser finalement cette relation pour collaborer quand c'est nécessaire et quand c'est pertinent, mais aussi s'organiser pour être finalement complémentaire quand si je prends l'exemple de la CARSAT, actuellement, ils travaillent sur les maîtres d'ouvrage beaucoup, et nous, on travaille sur les coordonnateurs SPRS et les maîtres d'œuvre. Donc voilà, il y a des moments où on collabore sur plein de sujets avec la CARSAT, et il y en a d'autres où on se sépare le travail pour être plus précis, pour cibler et être plus puissant sur les réponses et sur l'impact. Voilà. Mais alors, du coup, la CARSAT, elle a quand même une vision plus santé, en tout cas, je pense, de ces problématiques, ce qui est logique. Vous aussi, mais peut-être de mon point de vue, en tout cas, à moindre mesure. Donc, j'imagine que ce ne va pas être évident de porter les mêmes messages, même si quand on n'a pas forcément les mêmes objectifs. Ça fait partie des enjeux de ta mission, mais enfin, toi, moi, je trouve que c'est toujours un peu compliqué d'être juste quand on veut porter plusieurs messages en même temps. Comment tu t'en sors du coup de cet aspect-là? Être juste vis-à-vis de l'équipe ou vis-à-vis Juste des par rapport adhérents? par rapport aux adhérents et aux équipes forcément, mais plutôt dans le sens être juste dans le message qui est porté, parce que si tu veux communiquer sur la santé, comme c'est forcément l'actualité en ce moment, mais tu veux aussi, je veux dire, les risques majeurs n'ont pas disparu pour autant. Comment tu fais pour être équilibré, c'est peut-être le mot le plus juste, équilibré dans ton message, tout en gardant en gardant en vue les objectifs principaux? C'est un exercice d'équilibriste. Je suis d'accord avec toi. Là, la priorité, c'est le risque sanitaire. Néanmoins, j'en parlais encore. J'étais dans l'Ariège pour un chantier test et avec un ingénieur prévention, il y avait la CARSAT, il y avait l'inspection du travail, donc la directe. Et il y avait aussi toutes les autres parties prenantes, avec le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, toutes les entreprises qui étaient. Il y avait une grosse PME du TP et plein de petites entreprises. Et le débat tournait exactement autour de ça. Comment est-ce qu'on prévient le risque sanitaire? Et une grande partie de la réunion de chantier était organisée autour de ça, parce que c'est un nouveau risque. Néanmoins, on a aussi parlé du risque de chute de hauteur, parce qu'il y avait des personnes c'est la réfection de la toiture métallique, et on a parlé des personnes qui allaient mettre en place l'échafaudage, des filets, de la coordination avec ceux qui travaillaient en haut, ceux qui travaillaient en bas. Donc, on parle forcément pas de tous les risques, mais on parle des plus importants et dans les plus importants, les plus probables. Ce qu'on fait d'habitude, mais forcément en mettant le Covid au-dessus de la pile. Alors, déjà, merci pour le partage, parce que c'est intéressant de voir que finalement, tout a changé et en même temps, il faut garder une continuité dans la prévention, même si les priorités ont été réévaluées. Ça reste un métier compliqué et d'équilibriste, comme tu l'as dit. Donc,
Merci d'avoir donné un exemple. Et du coup, je t'ai encore une fois coupé. Est-ce que enfin, la troisième partie de ta mission, du coup, elle consiste en quoi? La troisième partie de ma mission, c'est continuer, je dirais, par mon équipe, par toutes ces parties prenantes, continuer à réfléchir, à innover, à capitaliser et à partager, à acculturer un maximum de personnes sur tout ce qui se fait. Et ça, que ce soit à l'ICSI, que ce soit à l'OPP, que ce soit dans beaucoup de services de santé, c'est quelque chose de très fort sur lequel on met du temps, on met de l'énergie, on met de l'argent et on met beaucoup d'ambition. Et ça me tient à cœur. Bon, alors, on va passer sur une partie plus recommandations sur les livres ou les blogs, je sais pas si, ou les ouvrages en tout cas qui t'ont inspiré ou que tu recommanderais sur la prévention des risques. Jusque-là, j'ai répondu fidèlement à des questions. Il y a un livre qui est un peu sur le côté, en fait, qui n'est pas vraiment dans la prévention des risques, mais qui m'a beaucoup aidé. C'est Aider d'Edgar Schein, et qui parle beaucoup du conseil, en fait. La façon dont tu fais ton diagnostic de médecin et tu prescris, ou alors comment est-ce que tu analyses. Voilà. En fait, il propose 3 postures, et ce bouquin, il m'a vraiment aidé, et il est très puissant. Voilà. Il y a Humble Consulting qui a été écrit après, qui est très intéressant, mais tout en anglais. Et voilà. Donc, ouais, ça a été quelque chose de très puissant. D'accord. C'est juste aider le titre, c'est ça? Je connaissais pas. Oui. Si tu... Ben non, il n'y a pas de vidéo, sinon je pense qu'il a Non, mais de moi dans alors la oui, vidéo. les outils ou les livres que tu me donnes, je les mettrai dans des liens dans la description du podcast, donc t'inquiète pas. Mais c'est pour ça que je le notais parce que je connaissais pas les 3 postures du médecin là. Et puis c'est intéressant. Et puis moi, ça me fait mes recommandations pour moi aussi, donc je prends les références. Ouais, c'est pas directement Euh, un préventeur, mais c'est surtout sur sa posture. Et je trouve que à mon sens, c'est au moins aussi important que la solution que tu vas délivrer, la façon dont on en parlait tout à l'heure, écouter, questionner, analyser et livrer ta solution. C'est aussi important que la solution proprement dite. Si la personne n'est pas capable de la recevoir parce que tu lui as mal délivré, ça aboutira pas. Donc c'est d'accord. important. Ouais, c'est intéressant. Mais je pense que justement, la prévention aussi, c'est se nourrir de ce qu'il y a autour. Et si tu as des façons de faire ou des techniques qui viennent d'un autre monde, au contraire, il faut réussir à les importer dans ton domaine. Et si elles peuvent t'aider, je pense que c'est typiquement un genre de recommandations qui peuvent aider quelqu'un parce que finalement, il n'y a pas énormément de gens qui lisent des livres sur la prévention tous les jours. Pour autant, il y a plein de gens qui lisent des ouvrages sur le management ou d'autres trucs qui peuvent les aider dans leur métier de tous les jours. Donc, je pense que ça en fait partie. Euh, alors, ensuite, sur un aspect plus digital, est-ce que tu utilises des outils particuliers? Je le précise à chaque fois parce qu'en fait, moi, c'est un truc que je pense qui gangrène la profession, mais c'est en gros, on passe beaucoup de temps sur Excel ou sur des choses comme ça. Est-ce que tu as d'autres outils que tu utilises liés à la prévention des risques, une fois de plus, mais qui te permettent d'être plus efficace ou d'avoir quelque chose de plus intéressant? Je regarde beaucoup le blog Safety Vigilantes. Je sais pas si tu connais. Bien sûr. Non, sans plaisanter. Je suis très friand de vidéos. Quand j'ai 2 petites minutes, avant j'étais énormément en déplacement, donc je regardais des petites vidéos sur mon Mhm. téléphone, la Safety Academy de l'ICSI et la Safety Education, des trucs très puissants. En plus, je suis sûr même que la Safety Academy est ouverte en ce moment et est gratuite, donc profitez-en. Et après, oui, toutes les vidéos de l'OPP aussi, elles sont gratuites, intéressantes. Après, je suis pas très, je suis peut-être un vieux dans un corps de jeune, mais c'est vrai que je regarde pas trop les blogs, ouais. Je suis pas très friand. D'accord.
Non, mais les vidéos, effectivement, j'ai pu en voir pas mal de la Safety Academy qui sont vraiment pas mal. Bon, je te reconnais bien là, très, très corporate du coup, mais effectivement, elles sont très très bien. Et l'OPP BTP, j'en ai regardé beaucoup depuis le Covid, mais finalement, avant, je connaissais pas. Et ils ont des formats, comme je disais, qui sont très, très intéressants. Et je pense que le format court, il est peut-être compliqué à créer parce que finalement, pour être précis et intéressant, c'est dur, mais il est assez efficace, quoi. Donc, encore une fois, je pense qu'ils ont bien réalisé tout ça. Ouais, sur ce sujet, moi, Euh, je connais un peu ce qu'on m'a mis sous le nez et j'en profite. Ça marche. Euh, Ensuite, sur une partie plus à venir de la prévention, est-ce que toi, tu as une vision ou peut-être un espoir de comment va évoluer le métier de la prévention à moyen et à long terme? Mon espoir, on en a un petit peu parlé. J'espère que ça va se simplifier. Ouais, tu viens de parler des tableurs Excel. Moi, je parlais des logiciels. J'ai Mm. l'impression que, ouais, qu'on est gangréné par tout ça. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps. Alors, mon espoir, c'est qu'il y ait des ingénieurs informatiques qui soient un peu magiciens et qui nous fassent gagner énormément de temps, qui est ouais, moins de multiplication de tableaux et plus d'efficacité. Peut-être aussi des dirigeants qui comprennent que une grande partie des indicateurs ne leur servent pas à piloter ou à prendre des décisions. Et voilà, ou au moins ouais, rationaliser tous ces indicateurs de façon à passer plus de temps sur le terrain. Et mon autre espoir, c'est que tous les préventeurs essaie de moins être dans une posture de sachant, avec la réglementation, avec les normes, avec la technique, même avec les sciences sociales, et soit plutôt, plutôt à l'écoute, plutôt très bon sur la façon de poser des questions, Mhm. et plutôt plus sur le terrain. Donc ouais, mes deux espoirs en même temps, ça donnerait plus de terrain, de meilleures questions et moins de tableaux et de logiciels. Ouais, un espoir. Enfin, tu disais plein de choses sur les indicateurs qui permettent pas de prendre les bonnes décisions. Je pense que ça, c'est l'espoir de tout le monde. Et ça résonne avec le fait qu'on a du mal à supprimer un indicateur, quoi. À se dire que celui-ci, on l'a toujours remonté, donc pourquoi est-ce qu'on arrêterait de le mettre, de le renseigner, quoi. Ça, c'est un travail qui est en fait plus compliqué qu'il y paraît, parce qu'on est convaincu qu'il a été mis là pour une raison, et que du coup, on peut pas le supprimer comme ça. Mais il y avait C'est- une entreprise que j'avais rencontrée qui avait commencé à se poser les questions sur en fait si cet indicateur arrive à tel niveau, quelle devrait être ma réaction? S'il y a une tendance à la baisse pendant 2 semaines, quelle doit être ma réaction? Et en fait, le fait de se poser ces questions en amont, tu t'obliges un petit peu plus à répondre en fait. Parce que sinon, tu as des tendances en sécurité qui oscillent, il n'y a pas de réaction. Parce qu'il y a aussi plein d'autres choses qui bougent autour et tu te dis que c'est systémique et que ça va remonter ou que c'est pas le plus important ou pas le plus urgent. Ouais. Ouais, c'est intéressant ça, dans la construction de réussir à analyser la future tendance finalement et de savoir. Enfin, et du coup, j'imagine que tu en détermines la pertinence par la suite de l'indicateur tout simplement. Ouais, anticiper ta réaction en fonction de l'indicateur d'une part et en plus te dire, ok, mais si je prends plus de décisions en fonction de cet indicateur, c'est peut-être qu'il n'est pas pertinent. On va arrêter de solliciter les gens pour qu'ils fassent remonter l'information, qu'il y ait quelqu'un qui implémente ce tableur ou ce logiciel. Mhm. Ça coûte. Et enfin, pour terminer, qu'est-ce que tu dirais du coup à un jeune préventeur qui débute là, qui sort de l'école et qui a envie de bien faire, bien sûr, parce il aime bien les gens, il aime bien cette idée de la prévention des accidents. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Je lui dirais de
ce qu'on vient de dire, de ne pas changer le monde avec des tableurs, d'une part, et et d'essayer de changer un petit peu plus plutôt sa posture, les convictions que certaines personnes ont, les priorités de certaines personnes, les valeurs, les décisions. Toutes ces choses-là. Ouais, en somme, changer plutôt les valeurs que les tableurs. Voilà, si je dois faire de la rime. Parfait. Et Bah, ça marche. Bah, écoute, sur cette petite rime, on va s'arrêter là, Damien. Merci beaucoup, Damien. Je te remercie. Et puis, je te dis à la prochaine. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.